Alors, tu nous as dit tout à l'heure que tu enseignais. Je crois savoir que Valentin aussi enseigne, peut-être au même endroit. C'est Sciences Po, c'est ça? Oui, on fait le cours en binôme. Ah, très bien. Comme ça, l'intérêt des fois d'être en binôme, c'est aussi qu'on n'est pas obligé de se retrouver toujours l'un et l'autre, mais parfois l'un ou l'autre. Donc, tu le fais déjà depuis quelques années. Alors, avec, j'ai dit ouais, l'année dernière, cette explosion, grande démocratisation des IA au travers des IA génératives, c'est-à-dire que maintenant tout le monde a l'impression, tout le monde connaît, ou en tout cas tout le monde est utilisateur, utilisatrice, ce qui a fait des soulèvements dans les lycées, les collèges, où quelques-uns se sont retrouvés vent debout, d'autres se sont dit qu'il valait mieux peut-être essayer de faire quelque chose avec. La question que j'ai envie de te poser, moi je l'ai vécu aussi, hein, je le vis avec mes étudiants, c'est plus difficile aujourd'hui d'enseigner la 3D quand on peut en faire avec un prompt en français en disant simplement dessine-moi une maison. Pourquoi est-ce qu'on va passer une semaine à le modéliser en 3D? Alors j'ai des réponses, hein, on les trouve, mais qu'est-ce que tu réponds toi à tes étudiantes et étudiants ou à tes collègues profs ou à tes directions sur bah, est-ce qu'on peut enseigner de la même manière? Mais la question, j'aurais pu te la poser après Wikipédia, Oui, après Internet, Internet. après l'IA. Quel est ton point de vue, toi, justement, sur l'enseignement à l'ère du digital et spécifiquement des IA? Alors c'est vrai que j'ai ce recul de 6 années d'enseignement d'un cours sur l'art et l'IA, qui était au début perçu comme un sujet très niche et prospectif, avec des étudiants qui venaient ici pour développer une curiosité, mais ça semblait pas du tout être un sujet très prégnant. Là, la rentrée en septembre, on a des étudiants qui sont venus avec tout de suite une forme d'urgence à se former en nous disant mais il faut qu'on comprenne tout de suite, qu'on soit en mesure d'utiliser parce que c'est un sujet incontournable. Et ce qui est intéressant dans ce que tu soulignais, c'est qu'en fait, jusque-là, on était tous usagers d'IA mais sans le savoir. Et ce que change ChatGPT, c'est que chacun peut maintenant décider, avec très peu de connaissances techniques, d'utiliser une IA pour produire quelque chose pour lui ou pour elle. Donc ça change complètement l'approche et ça change forcément en tant qu'enseignant les pratiques. Nous, on s'est beaucoup questionné avec Valentin Schmitt sur ce sujet en se disant comment est-ce que, en tant qu'enseignant, on peut outiller au maximum nos étudiants et peut-être aussi faire évoluer nos attentes. Et donc on avait notamment un exercice qu'on donnait chaque année qui était de produire un essai qu'on a formulé sous la forme d'une note stratégique. Et cette année, on a décidé non pas de noter l'essai, mais de demander aux étudiants de travailler avec ChatGPT pour produire une note stratégique. Et ce qu'on a évalué, c'est la conversation avec l'outil et non pas le résultat final. Et donc, on a vraiment cherché à voir déjà comment est-ce qu'ils s'en servaient. Donc, avant, il y a eu un certain nombre d'ateliers pour leur apprendre à se saisir de l'outil. Quel type de connaissances personnelles ils injectaient aussi dans la machine, puisque c'est vraiment quelque chose d'assez clé et que de ne pas se reposer uniquement sur ce que produit l'IA, mais de pouvoir vraiment l'orienter, l'alimenter avec des connaissances personnelles. Donc on a vraiment changé notre mode d'évaluation cette année, ce qui était une expérimentation. Et on a eu des retours très intéressants. Et donc je pense qu'il y a cet enjeu d'innover, et donc pour nous d'innover même dans la pédagogie, pour se dire comment faire des étudiants qui vont arriver sur le marché de l'emploi avec des compétences pertinentes, avec souvent cette tension sur des technologies qui deviennent très vite obsolètes, puisqu'on voit que ça évolue à une vitesse folle. Et donc, comment est-ce qu'on peut développer une forme de culture et une forme de curiosité qui vont permettre aux étudiants, tout au long de leur vie, de garder déjà une distance critique vis-à-vis de ces technologies pour savoir comment les utiliser à bon escient, mais surtout pour pouvoir constamment adapter leurs connaissances et leurs compétences pour travailler avec. Et je trouve intéressant que finalement vous ayez avec bienveillance imposé ChatGPT plutôt que de l'avoir interdit, qui est à mon avis beaucoup plus intéressant. C'est là, il faut faire avec et au mieux. Alors tu sais qu'il y a une dernière question que je qualifie de secrète, mais je t'avais dit qu'elle était bienveillante. Mais avant ça, je voulais te demander un petit peu comment, déjà ça fait, à ce moment-là, ça fait quoi? Ça fait 5, 6, Plus de 7 ans. 7 ans, pardon. C'est déjà pardon, hein, mais presque un long parcours, parce que c'est beaucoup de choses entre le tout début et maintenant. Je crois que ça a commencé quasiment dans une chambre de bonne, hein, c'est ça. Comment Garage parisien. voilà, et tu sais qu'il y a un mythe du garage du côté de la Silicon Valley, au point que même des marques maintenant s'inventent un garage qui n'a jamais existé. Mais vous, je sais que c'est un petit lieu en étage. Comment vous projetez aujourd'hui
que ce soit par rapport à vos propositions, à vos collaborations. Comment tu te projettes dans le développement d'Axmona aujourd'hui? Alors à ce moment-là, on a effectivement beaucoup de pain sur la planche et c'est ce que j'exprimais à travers tous ces projets. On est vraiment conscient de l'impact que peut avoir l'IA générative sur la façon dont on apprend, dont on fait circuler les connaissances et dont on permet que ce soit au public des institutions culturelles, mais aussi aux étudiants et dans l'apprentissage plus largement de découvrir, d'apprendre, etc. Donc on a vraiment pour vocation de pouvoir accompagner ces transformations. Et donc de continuer à développer toute une gamme d'outils pour outiller les apprenants, mais aussi les enseignants, et de le faire à une échelle internationale, comme tu le décrivais tout à l'heure. Donc c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'aider à mieux faire circuler la connaissance à l'heure de l'intelligence artificielle. Et on faisait tout à l'heure cette analogie avec ce qu'a changé Wikipédia et ce qu'a changé le web et Internet. Et pour moi, on est sur le même type de révolution dans les modes d'accès au savoir. Et donc, il y a vraiment un enjeu de développer les outils pour permettre à cette révolution de vraiment se déployer et de la meilleure façon possible. Oui, d'ailleurs, on a beaucoup parlé du secteur culturel, on a moins parlé du secteur de l'enseignement, de l'éducation, mais on peut imaginer qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire, y compris avec des ministères comme l'Éducation nationale, par exemple. Tout à fait, c'est ce qu'on est en train d'explorer. Ok. Alors, tu le sais, il y a cette question secrète. Si tu avais... alors, tu sais qu'on a des gens très, très différents en termes de culture, de génération aussi. Je pense que tu fais partie des plus jeunes. Mais malgré tout, tu as déjà une expérience. Si tu croisais la Marion Carré il y a 7 ans, quel conseil tu aurais envie de lui donner ou de donner à une étudiante actuelle du CELSA? Ou peut-être des conseils que tu donnes à tes étudiantes ou étudiants, à quelqu'un qui peut-être voudrait, s'intéressant à ces questions résolument contemporaines, qui changent le monde durablement, je pense à l'IA, à peut-être quelqu'un qui voudrait évoluer dans le monde de l'art et de la culture, ou peut-être, et pourquoi pas, créer une entreprise. Quels seraient les conseils que tu voudrais lui donner? Et peut-être les conseils que tu aurais aimé. Alors, j'imagine qu'il y avait des intervenantes et des intervenants au CELSA. Je sais que tu continues à intervenir beaucoup dans ce contexte académique. Mais quel est le conseil que, à la limite, on t'aurait donné, tu te dis aujourd'hui, oh, ça m'aurait fait gagner 2 ans, que tu voudrais donner aujourd'hui, ou peut-être message que tu veux transmettre? Moi, je dirais à cette personne d'oser. Puisque, alors oui, il y a des tonnes de choses où si j'avais su avant, j'aurais gagné pas mal de temps, ça c'est évident. Mais moi, souvent, je vois des personnes qui ont envie de lancer des idées, de se lancer dans des projets, de même suivre des parcours professionnels et qui n'osent pas forcément en se mettant un certain nombre de barrières qui sont est-ce que j'ai la bonne idée? Ça se trouve, mon idée est mauvaise, il y a déjà telle personne qui fait ça, je ne suis pas la bonne personne pour le porter. Et en fait, moi, souvent, ce que je pousse ces personnes à faire, c'est d'oser. Et donc de tenter de faire et de voir ensuite. Et c'est vraiment cette approche d'expérimenter et de se développer une conviction sur le terrain pour pouvoir ensuite se dire est-ce que c'était la bonne idée? Et souvent on met beaucoup de pression sur l'idée alors que, à mon sens, et avec cette année de recul, ce qui compte c'est vraiment l'exécution, c'est-à-dire ce qu'on fait de l'idée. Et l'idée n'est pas l'alpha et l'idée n'est pas l'alpha et l'oméga de l'entrepreneuriat. Donc je pense qu'il faut en fait s'enlever toutes ces barrières qu'on va chercher à se mettre un moment ou un autre et qui agissent comme une forme de protection qui est bien naturelle, parce que c'est toujours assez intimidant de sauter un peu dans le vide de l'entrepreneuriat, ou même sans entrepreneuriat, de se lancer dans une voie nouvelle ou quelque chose d'assez challengeant. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup de vivre cette aventure et cette expérience, parce que en ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est vraiment un accélérateur d'apprentissage et une expérience très riche. Eh ben, je partage tout à fait ton avis sur le fait que les idées, c'est essentiel, mais l'action, c'est bien aussi. Un grand merci à toi, Marion Carré, Askmona, dans les locaux justement d'Askmona. Merci beaucoup. Merci.